Bien, aujourd'hui, pour Toff, on reçoit Emilio Ferreira. Ça fait longtemps, Emilio, qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. Plaisir de vous revoir. Moi aussi, mon cher Emilio. On va se tutoyer, c'est mieux. Okay. Puisqu'on se connaît bien. Tu as tout fait en Belgique. Hein. À part les Diables Rouges, on y reparlera. Mais Anderlecht, Standard, Bruges, La Gantoise, Genk, les plus grands clubs. À des postes différents, coach principal, Bruges notamment. En collaboration avec Michel Prudhomme. On peut dire ça, hein, ce n'est pas vraiment un rôle d'adjoint avec Michel. Ça a travaillé en équipe. Oui, on a débuté ensemble en Arabie Saoudite, à Al-Shabaab, où c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Et pour le premier coup, on a réussi, c'est le cas de le dire, un fameux coup, puisqu'on a été directement champion d'Arabie Saoudite. C'est un petit peu pour donner une comparaison, c'est comme si en Belgique, prendre un club modeste, Charleroi devenait champion. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a fait là-bas. Avec Michel, c'était intéressant footballistiquement de travailler ensemble? Ben, Michel, c'est d'abord intéressant d'un point de vue management de groupe. C'était très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Après, chacun avait sa vision, je présume. Oui, on avait chacun ses spécificités, on avait chacun sa spécialité aussi, et voilà. Je ne vais pas faire toute la famille Ferreira, ce n'est pas le but, mais vous êtes tous tombés dedans quand vous étiez petits, hein, les frères, dont Manu, qu'on salue d'ailleurs avec Mons, qui fait excellent travail avec Mons, et qu'on lui souhaite d'ailleurs de monter, hein, bien sûr. De monter. Bah, il y a des possibilités, je pense. Oui, ils sont bien mis, ils sont premiers, donc maintenant il y a des playoffs là, donc ce n'est pas le premier qui monte malheureusement. C'est les 4 premiers. Ça devient compliqué pour être champion. Faites plus fort que tous les autres. Voilà, exactement. Alors, si on est ici, à l'ancienne, les vrais vestiaires, c'est qu'ici, c'est l'un des 6 endroits de l'Académie Emilio Ferreira. Oui. Ça représente 850 à 1000 gamins annuellement? En base de données, ça représente un gros chiffre parce que chez nous, les enfants, dans la plupart des cas, ils appartiennent à un club et ils viennent s'entraîner chez nous en complément. Oui, c'est ça, Emilio, il faut que tu racontes bien. Ils viennent en complément, ils sont dans un club, un petit club, et ils viennent travailler chez toi. Ils viennent en complément chez nous. Ça, c'est la formule spécifique. Donc, ils viennent travailler de manière spécifique chez nous. Et puis, à la formule élite, et là, c'est où on est actuellement, ce sont des joueurs qui appartiennent à l'académie, mais comme l'académie appartient à Gand, donc en fait, ces joueurs s'entraînent exclusivement chez nous, mais ils sont affiliés à Gand. Ils sont voués à pouvoir être professionnels à Gand. Ils sont voués à un moment donné rejoindre en U15, parce que nous travaillons jusqu'en U14. Jusqu'à 14 ans. En U15 de rejoindre Gand, parce que c'est notre club partenaire pour le moment. Ouais. Ces gamins-là, ils peuvent conjuguer les deux plannings, le planning club et le planning ici? Oui, c'est une bonne remarque parce qu'en fait, nous, on ne prend pas des joueurs qui viennent des clubs élites. Parce que dans les clubs élites, vous avez déjà beaucoup d'entraînement. Donc, on refuse, quand on s'entraîne trop déjà, de venir en plus chez nous. Donc, ce sont plutôt des joueurs qui évoluent dans des clubs de niveau plus modeste, interprovincial, régional, provincial. Mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce projet me plaît, c'est que vous allez chercher… Moi, ça fait des années que je dis que je pense que dans les petites divisions, il y a du talent. Exactement. Il y en a. Et tu as l'impression qu'il y a des gamins, si l'Académie Emilio Ferreira et d'autres certainement qui doivent le faire, ne vont pas chercher ces gamins-là toute leur vie. Tu me parlais d'un exemple d'un gamin qui joue à Tempo Overrace. Oui, exactement. On avait quelqu'un là sur notre site à Wavre, parce que nous sommes implantés à Wavre aussi, et qui venait en complément de ses entraînements à Tempo Overrace. Je pense que c'est Tempo Overrace, mais je suis pratiquement sûr. Donc, il venait sur notre centre de Wavre. Et là, le coordinateur de notre centre à Wavre nous a relayé l'info qu'il y avait donc, un bon gamin, un bon joueur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nos coordinateurs nous informent. Ils viennent ici. Ils viennent s'entraîner avec les élites ici à As. Et là, si on voit que le test est concluant, on invite alors les parents à venir rejoindre notre académie la saison suivante. Et là, il est venu? Il est venu, donc il a été ajouté à notre génération U14 de cette année.
Et il a vraiment fait il a fait 6 mois exceptionnels. Il s'est mis en valeur et Gand l'a déjà mais en fait, contacté pour qu'il rejoigne l'année prochaine. Si j'ai bien compris, Emilio, c'est une mine d'or en fait pour Gand, parce que les clubs, et ça je le sais en ayant travaillé en France au recrutement, n'ont plus le temps, ou ce n'est pas une volonté, il faut dire les choses, d'aller dans ces petits clubs faire du scouting. Oui. Oui. Et vous le faites pour eux, en fait, indirectement. Oui, nous on le fait. Bien évidemment, ils ont aussi, chaque grand club, dont Gand, a leur propre cellule de scouting. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, notamment en football 11 contre 11, U13, ces grands clubs vont souvent piocher dans des clubs élites. Ils vont plus, pas en P2 ou en P3. Ils vont plus s'attarder dans des petits clubs. Et c'est peut-être là où nous, on a notre rôle. C'est parce que des jeunes joueurs sont peut-être pas élites parce qu'ils ont connu des problèmes de croissance, des problèmes à la maison, des problèmes de maturité, et ils sont oubliés. Et nous, on est un petit peu là pour ça. On est un petit peu là pour ça parce qu'on a vraiment, on existe depuis 2019 et on a pas mal de réussites avec des enfants qui venaient du monde provincial complètement ou amateur. Provincial, oui. Alors, on va justement aller dans cette continuité-là. Tu as travaillé aussi à la formation à Gand. Et à Anderlecht. Et à Anderlecht aussi. Mais à Gand, il y a eu des joueurs qui, maintenant, sont aux portes de l'équipe nationale, plus qu'aux portes, puisque Fofana a déjà été appelé par M. Tedesco. Oui, donc, mais là, c'était dans mon rôle d'entraîneur de Gand, puisque j'ai travaillé... Mais ils avaient quel âge quand tu les avais? C'est une bonne question. Fernandez qui est parti maintenant à Lille. Fernandez Pardo. Oui, Fernandez Pardo, il devait avoir 16 ou 17 ans, je pense. Ah oui, tu les as eus quasiment à la post-formation. Oui, donc je les ai eus juste avant l'équipe première. Et c'était talentueux déjà? Fofana, c'est un crack. Pour utiliser une expression. C'est un crack. C'est un crack. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est un crack? C'est un crack. Il sait tout faire. Il n'est jamais blessé. C'est aussi le propre des cracks. Des cracks, c'est vrai. Tu te rappelles que Messi est blessé? Oui, mais non. Ronaldo. Non. Ça, c'est drôle. Et surdoué? Oui, surdoué, puissant, rapide, technique, petite surface, grande surface, assist, marquer des buts, pied gauche, pied droit. Malgré qu'il ait une physiologie relativement légère, il tient bien sur ses jambes. Donc, il peut devenir, alors, poste différent, le statut d'un Eden Hazard dans mon équipe nationale, il peut y arriver? Je pense, oui. Ouais. Mais Eden Hazard est peut-être encore plus... il est peut-être plus... il a un rôle plus axial, Eden. Hein. Ouais. Avec les années, il s'est repositionné un peu plus dans l'axe, etc. Je pense que Fofana est plus travailleur encore. Fofana, il peut... il bosse. Il peut travailler, ouais. D'ailleurs, moi, je me rappelle que quand je l'avais en U21 et puis en U23 à Gand, je savais que les premières parties de match, il était comme une bête sauvage, c'est-à-dire qu'il observait. Il observait, il sentait, il regardait, il écoutait. Qu'est-ce qu'éventuellement il pouvait faire? Voilà. Et il fallait toujours attendre la deuxième partie du match pour là le voir faire la diff. Ah oui, c'était vraiment impressionnant parce qu'il avait cette faculté à construire le match que même je me rappelle, je lui disais mais pourquoi tu fais pas ça au début? Tout le temps, en fait, c'était une mauvaise remarque parce que les joueurs offensifs, ils doivent être comme ça. Il faut jamais, enfin je pense, changer un joueur offensif. Un joueur offensif, il va toujours être frustré de devoir descendre parce qu'il attend que le défenseur soit fatigué pour planter. Pour pouvoir lui faire la différence. Ouais. Si lui, c'est un crack, c'est quoi Fernandez Pardo? Un besogneux, un travailleur, un puissant? Non, certainement pas. Fernandez Pardo, au début, on a eu une collaboration qui était très difficile avec lui. Il a un caractère, c'est connu. Non, il dit pas grand-chose, c'est un brave garçon, mais dans la mesure où l'erreur venait de moi. L'erreur venait de moi dans le sens où il avait toujours joué sur les côtés, côté gauche ou côté droit. Et donc moi, je l'ai mis aussi sur les côtés. Et en fait, je me suis rendu
trop tard peut-être, je me suis rendu compte trop tard que ce n'est pas un joueur de flanc. C'est un axial. Il est puissant, il est rapide, donc le premier réflexe 9-9 pour les entraîneurs. Oui, 9, mais avec pratiquement la faculté d'être aussi efficace en étant 9-9 très haut, mais en étant 9-9 très bas, en venant chercher le ballon très bas et de faire son action individuelle dans l'axe. Ça peut devenir un diable rouge un jour? Oui. Quand on voit comment il a percé à Lille tout de suite. En peu de temps, bon, tu connais quand même le club de Lille mieux que moi. Oui, tout de suite, facile, il a pris la chance. Non, c'est la Ligue 1. Bon, mais même en Champions League, il a fait jouer. Mais mentalement, il est très fort. Il est très fort. Mais tu vois qu'il sait où il va. Il ne dit pas grand-chose, mais il est très fort. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir. Non pas que je le prédisais, certainement pas. Mais ça me fait plaisir parce qu'on s'est découvert sur le tard, à la fin de notre collaboration. Ça existe souvent, ça, entre des joueurs où ça c'est pas que ça colle pas tout de suite, mais qu'il faut du temps, comme un animal d'ailleurs, de l'apprivoiser. Oui, mais je pense que c'était... L'amour, ça se fait pas du premier jour. Dans ce cas-là, c'était plutôt moi qui étais dans l'erreur. D'ailleurs, il l'a prouvé maintenant, mais... certainement les 3 derniers mois de notre collaboration a été excellente. Et ça, là, j'ai vu ce qu'il était capable. Et lui, j'espère, ça je le saurai un jour si quelqu'un lui pose la question, j'espère qu'il a compris ce que je voulais faire avec lui. Alors, je vais dans la continuité de l'interview, dans le fil conducteur. Les jeunes, là on parle des jeunes beaucoup, formation. Les jeunes de maintenant, 2025, et je parle bien, alors là, je ne parle pas dans la formation, puisque c'est un ensemble, tu vas me dire, mais quand ils arrivent en équipe première, c'est plus facile ou plus compliqué maintenant que les jeunes d'il y a 20 ans? Les mentalités ont changé? C'est différent, c'est sûr que c'est différent. Maintenant, ils sont accompagnés de manière... quotidienne par le papa ou quelqu'un ou un agent, etc. Ils sont plus couvés. Ils sont beaucoup plus couvés. Ils n'ont pas encore fait un match en équipe première et ils ont déjà des contrats, ce qui n'existait pas il y a 15 ans, par exemple. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop choyés? Ça fait partie de l'époque. Parce que dans les rapports, ça fait partie de l'époque. Je prends l'exemple d'un coach et je te considère de ce niveau-là aussi. Moi, tu sais très bien que je suis ami avec coach Vaïd. Il a du mal, lui, avec les nouvelles générations. Je pense qu'il a arrêté sa carrière de coach, mais parce que c'est un dur. C'est un dur. Ces jeunes de maintenant, ils ont un petit peu de mal, non, à avoir de la rigueur. Parce que toi, tu es quand même considéré comme un entraîneur dur, c'est sévère ce que je dis, mais avec de la poigne et avec de la rigueur. Ils ont du mal? Ils ont du mal, mais... Par exemple, moi, je suis un entraîneur, en effet. Tu parles de Vaïd. Oui, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. De ce registre-là. Mais ils s'en rendent compte après de l'importance qu'on a eue. Pas sur le moment. C'est comme avec nos parents. Notre père. Ça fait chier. Mais après, on se rend compte, il m'a quand même apporté beaucoup. Il m'a quand même... m'a fait grandir. Oui, à l'école, moi, je me souviens, j'ai eu la chance d'apprendre le néerlandais à l'école secondaire parce que j'avais un professeur qui m'emmerdait au quotidien, mais qui avait compris comment il fallait faire pour apprendre une langue. Donc, alors, est-ce qu'il y a un joueur dans ta carrière, je pense surtout à la période Pro Bruges, par exemple, quand tu es coach de l'équipe première, d'un joueur qui ne comprenait pas peut-être ton fonctionnement, de le faire bosser dur, et qu'après ça s'est bien passé ou pas bien passé? Il y en a eu plein. Des exemples, par exemple? Il y en a eu plein. Balaban, très compliqué, Balaban. Bosco. Quel joueur. International croate à Bruges. Très difficile au quotidien, mais en match, il était... exceptionnel, mais difficile, ce qu'il n'acceptait pas... Difficile, parce que c'était une autre manière d'entraîner. Moi, j'ai toujours été assez créatif dans mon métier. Donc, j'ai toujours essayé de mettre l'essentiel dans les méthodes d'entraînement. Je trouve que c'est le plus important. Ça veut dire beaucoup toucher le ballon, beaucoup jouer? Ça veut dire de sortir un peu des sentiers battus,
de faire des entraînements de possession qui n'amènent à rien, puis des petits tournois, puis des tirs au but, et pour finir, bon, à la fin de la séance, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de la saison, ben, tu te rends compte que tu n'as pas progressé comme joueur, quoi. Donc j'essayais d'aller vers des méthodes d'entraînement où on pouvait clairement voir que tous les joueurs progresser. Tous les joueurs du noyau, pas les 11 qui commencent, mais tout le monde évoluait. Et ça, moi, j'ai toujours été fervent. Jusqu'à un autre, jusqu'à un joueur pro qui, par exemple, plus travailler son pied gauche parce qu'il a. Oui, mais là, je ne vais pas m'attarder. C'est pas parce que. Non, ce n'est pas des trucs comme ça. Pas comme ça. C'était plutôt plus dans du collectif. L'aspect tactique collectif. Voilà. D'accord. Cours pas là, ça ne sert à rien, parce que ça va rien nous rapporter. Fais pas les efforts à ce moment-là. Fais ça et prends contre un centre. Toi, tu es défenseur, tu vas contrer un centre avec ce pied-là, pas avec l'autre pied. Sur le marquage, gagne un temps avant de sauter par rapport à ton adversaire. C'était tous des conseils comme ça, mais ces conseils-là ne sont pas naturels. Donc, si tu ne les travailles pas, tu ne vas pas les faire en match. Tu ne vas pas les faire en match. Donc, c'est ça que cette manière de fonctionner est parfois, c'est parfois rébarbatif, c'est parfois ennuyant, mais il n'y a rien à faire. Le progrès passe par l'ennui. C'est peut-être pour ça que les nouvelles générations, ils ont un peu de mal. Ils ont un peu de mal. Mais j'ai énormément encore maintenant, bon, pourtant moi je ne suis pas quelqu'un de particulièrement émotionnel ou social avec mes joueurs, mais chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est... Merci coach. Ils ne le disent pas comme ça parce qu'il y a une certaine pudeur entre nous, mais ils te le disent différemment. Mais ils me le disent différemment. Ouais. Des exemples? Oui, il y a quelque chose qui m'a touché récemment. C'est une anecdote. Hein, donc moi j'habite entre Bruxelles et Alost, à Affligem. Et il y a une brasserie sur le bord de l'autoroute où Anderlecht, les joueurs d'Anderlecht allaient après les matchs là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais tous les joueurs allaient là, après les matchs, une salle à part. Manger un bout. Ils ne restaient pas au stade, donc le match était terminé, le bus les amenait là, je pense, et ils étaient dans une salle à part. Donc il y avait Amouzou là, que j'ai eu, Verskar que j'ai eu, Léonie que j'ai eu aussi comme joueur à l'époque où j'étais à Anderlecht. Et moi j'étais occupé à manger avec ma femme et mes 2 enfants. Et le patron vient me dire, les joueurs d'Anderlecht sont là, ouais, ok, remets le bonjour aux joueurs que j'ai entraînés. Et on mange. Et puis, ces 3 joueurs traversent la brasserie, mais bondée la brasserie, donc bon, ils voient des joueurs d'Anderlecht. Et ils viennent jusque chez moi pour me saluer, et pour me... Dont Léonie. Dont Léonie, oui, Léonie, Verskar et Amouzou. 3 petits gars bien éduqués? Oui, super. Mais on a connu une saison fantastique à Anderlecht avec eux, donc quand j'étais en U23. Donc on pense que j'ai été peut-être moins pour Verskar parce qu'il avait 1 an en moins, mais pour certainement Léonie et Amouzou, et certainement Amouzou, à Salemakers aussi, parce que Salemakers n'était plus là à ce moment-là, il était déjà à l'AC Milan. Mais ce sont des joueurs, je disais des enfants, oui, mais c'était des enfants quand tu les as eus. Qui ont toujours montré beaucoup de respect pour le travail qu'on a accompli ensemble. Et coach en D1, tu veux plus? Si, certainement, mais voilà, j'ai une certaine, je ne vais pas dire étiquette, mais une certaine réputation. Qui fait que parfois... C'est quoi la réputation d'un coach difficile au quotidien ou sévère ou strict ou il sait ce qu'il veut? Sévère, strict, conflictuel. Moi, j'aime bien les conflits. Parce que ça fait avancer? Oui. Je pense que c'est un monde très dur, le football. Et donc, que dans un monde très dur, il faut se comporter de la même manière. Parce que sinon, si tu ne sais pas te faire face à cette dureté... Mais justement, Émile, c'est vraiment neutre, nonobstant que je t'apprécie beaucoup, et c'est très sincère. Quand je vois hier, il y avait un match de Coupe d'Europe d'Anderlecht, et d'ailleurs, il y a des joueurs que tu as cités, Léonie et tout, et je trouve cette équipe amorphe. Alors, je ne suis pas là pour faire le procès de l'entraîneur qui les coachait hier, qui me semble très jeune d'ailleurs, M. Hubert, pour avoir un club comme ça. J'ai l'impression qu'à un moment, justement, il leur faut un coach. On parlait de Vaïd, mais toi... Hier, ce qui leur manque, en fait, c'est ça. C'est cette niaque, c'est cette révolte,
c'est de se faire mal. Et j'ai l'impression que si on n'est pas comme ça avec eux, mais moi je suis père de famille aussi, j'ai aussi des enfants, nos jeunes maintenant ont besoin, ça a toujours existé, mais encore plus qu'avant, j'aime pas le mot coup de pied au cul parce que c'est quand on est un baudet, ça, mais de dire, hey, maintenant tu vas te bouger, quoi. Et hier, j'ai vu une équipe d'Anderlecht, ça me rendait fou, où il n'y a pas de révolte. Ils jouent à Pilsen, ils sont mauvais, mais c'est pas grave. Ouais. Je crois qu'il y a le fait d'entraîner, et ça c'est ma propre expérience, elle ne vaut que ce qu'elle vaut évidemment, mais j'ai entraîné des grands clubs, mais j'étais trop jeune. J'étais beaucoup trop jeune pour entraîner ce genre de club. Parce qu'entraîner Bruges, Anderlecht, Genk, c'est pas entraîner Courtrai, Zult ou avec tout le respect qu'on leur doit. C'est faire preuve de beaucoup d'humilité de dire ça. Non, j'étais pas prêt. C'est la sagesse, c'est à 57 ans qu'on peut dire ça. Je pense que des grands clubs, il faut avoir passé la cinquantaine. Tu sais, et les chiffres sont là pour le prouver. Qui a gagné la Champions League l'année passée? Ancelotti. Je ne sais pas combien il a, 63 ans. Qui a gagné l'Europa League? L'entraîneur de Bergame, Gasperini, qui a aussi 60 ans. Qui a aussi plus de 60 ans. Qui a gagné la Conference League Olympiakos, qui est un Espagnol, dont je ne me rappelle plus le nom, passé la soixantaine également. Donc, cette expérience, cette sagesse... C'est un autre métier. Anderlecht, vous savez, Anderlecht, Bruges, Genk, etc. Tu dois être bon toutes les semaines. Quand je suis arrivé à Bruges, entraîneur, je me rappellerai toujours le Gert Verheyen, que j'ai une profonde admiration pour lui en tant que joueur, en tant que canaliste, etc. Je l'ai eu, c'était sa dernière année, je l'ai eu et on parlait, bon, je le découvrais et le premier contact qu'on avait eu, je me rappelle ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, vous savez, jouer ici à Bruges, c'est pas comme jouer à Moucron ou à Courtrai. Il faut être bon toutes les semaines. Tu dois avoir toutes les semaines, tu dois être bon. Tu dois être là. À Courtrai, le top joueur de Courtrai, on dit ouais, ça c'est un bon. Oui, mais parce qu'il a joué un super bon match, puis 3 moyens. Mais personne ne l'a vu. Mais personne ne l'a vu, les 3 moyens. Parce que tu es moins dans le viseur. Voilà. Et quand tu es entraîneur d'Anderlecht, Bruges, Genk, tu dois montrer du contenu tout le temps. Et ici, il n'y a pas assez de contenu. Il n'y a pas assez de contenu Gert te disait de manière régulière. Gert me disait, lui, il parlait plus de joueurs. De joueurs. Oui. Et je pense qu'on peut tout à fait extrapoler ça chez les entraîneurs. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, le deuxième aspect, c'est que tu parles de choses, il n'y a pas la niaque, mais ça, on ne sait pas quantifier, on ne sait pas visualiser. La niaque, c'est la semaine à l'entraînement qu'on prépare. Tu sais pas, par contre, ce que tu sais parfaitement bien quantifier et visualiser, c'est est-ce qu'il y a un message footballistique? Qu'on gagne, qu'on perde. Est-ce qu'il y a une manière reconnaissable de jouer? Est-ce qu'il y a une manière reconnaissable d'attaquer? Est-ce qu'il y a une manière reconnaissable de défendre? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Parce que les questions de se dire, il n'y a pas d'esprit, ils ne mettent pas le pied, c'est un sentiment, c'est de l'impression. C'est une impression. Ah oui, je ne dis pas que j'ai raison. C'était mon sentiment devant mon écran, ce qui est beaucoup plus facile. Moi, je crois que c'est plus un problème de... Quand vous gagnez, vous faites un super match, vous gagnez. Puis c'est de nouveau pas bon. Puis c'est de nouveau... Je crois que c'est plus lié à du contenu, plutôt que lié à de l'esprit. Là, c'est le coach qui parle. Le supporter, il ne dit pas ça. Mais le supporter, c'est normal. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. On devrait te rappeler pour un projet maintenant. C'est absolument un grand club ou bien ça peut être un club de D1 belge où il y a un projet Tu sais, avant que j'aille à Gand, j'étais à Serein. Et Serein était en première amateur, donc en division 3. Et bon, je ne voulais pas aller en division 3, non. Et puis bon, ils ont insisté. Pour finir, j'ai accepté. Je suis allé en division 3. On est monté en 1B. Et en 1B, on est monté en 1A. Et puis je suis parti à Gand. Donc, au départ, c'était pourtant un projet qui n'était pas, où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espoir.
allez, beaucoup d'espoir, je dirais pas, mais c'était pas emballant. Le package n'était pas emballant. Et pourtant, quand j'y suis été, je l'ai jamais regretté. Tu as passé du bon temps. Oui, j'ai passé du bon temps avec les gens de Metz, qui sont des gens formidables. Et on a fait des résultats fantastiques. On a découvert des joueurs comme Mikko Tadze. Et voilà, donc tu as eu Mikko Tadze? Moi, En prêt de Metz? En prêt de Metz, il est arrivé, donc un inconnu. Quel joueur? Et qui jouait beaucoup sur le flanc, dans le système 3 attaquants. Donc probablement que le 9 était plus fort que lui en théorie, il devait se décaler un peu plus sur les côtés. Et comme moi, je suis un fervent du système avec 2 attaquants, et là, il a pris son plaisir, quoi. Je crois que tu sais qu'on a encore le record des buts marqués en 1B. Je l'ai vu hier, vous l'avez encore. Ouais. Tu parlais de l'âge, qu'à 60 ans, enfin, pas encore, 57. Non, mais que quand on est vieillissant, hein, moi j'ai 56 aussi, donc tu as vu, je deviens gris aussi, qu'on a plus cette expérience. Et les Diables Rouges, ils viennent de prendre un entraîneur justement de 60 ans, Rudy Garcia. Ton regard sur la sélection de Rudy Garcia? Mon regard, je ne vais pas juger l'entraîneur parce que je ne le connais pas. Il ne m'a jamais non plus interpellé dans ses équipes, ne m'ont jamais interpellé. Ouais. Il a connu des belles périodes à Lille, il a connu une belle période à Rome. J'ai vu récemment un podcast très intéressant le concernant. Je crois que ça a duré 2 heures où il était en interview avec quelqu'un. Il a parlé de toutes ses expériences. Vraiment, on n'a pas souvent l'occasion comme entraîneur de parler de tout. C'est le but, même aujourd'hui, du podcast, de parler de ballon. Et là, c'était vraiment très bien fait aussi comme interview. Et il a parlé de toutes ses expériences. Et on voit qu'il a évidemment beaucoup de métiers. Il a beaucoup de vécu. Et dans des clubs, hein, pas en équipe nationale. Dans des clubs, oui. Mais ce qui est dommage, c'est que, et là je mets pas l'aspect de ses qualités d'entraîneur, c'est dommage qu'on n'ait pas pris un Belge. Ça, je trouve très dommage. Moi, je suis très mal pris parce que je revendique depuis longtemps qu'il faut prendre un Belge. Hein, on va y revenir. Ils prennent Rudy Garcia, qui est quelqu'un que j'apprécie, mais effectivement, on est toujours sur... On est passé ici par des entraîneurs étrangers qui, en plus, ne parlaient pas l'une de nos 2 langues, au moins une des 2. Pas demandé de parler flamand, mais au moins. Et on a pris Rudy Garcia. Bon, moi, je lui souhaite vraiment à Rudy qui réussisse. Mais on a quand même des Belges qui ont de la qualité, comme j'ai fait Philippe Clément. Enfin, je ne sais pas, moi, la liste, il y a des gens. J'en vise pas un en particulier. C'est quoi, en fait, en Belgique? On n'est pas assez protectionniste, on n'a pas cette phase. En France, c'est du français. On n'a pas du tout ça. Quand on se rend compte que sur les 10 dernières années, on a été, je pense, au classement FIFA, souvent numéro 1. Les Portugais l'ont été à un moment, les Français l'ont été, les Italiens, les Espagnols. Ils sont partout dans le monde. Partout. Les Hollandais même sont partout. Raz-de-marée, partout. Nous autres, nulle part. Nulle part. On ne sait pas se vendre. On n'a pas la culture d'être fier. Non, on ne sait pas qu'on ne sait pas se vendre. On ne croit pas à notre produit. On n'est pas assez fier. On n'est pas assez fier et on n'est pas assez... on ne met pas assez en valeur les... et c'est tout le monde qui joue de là. Tout le monde, c'est la presse aussi. Nous sommes d'accord. Je vais te donner un exemple. Anderlecht fait appel à Riemer. Riemer, c'est ça son nom. Riemer. Ok. Comment cet entraîneur, bon ou mauvais, est arrivé à Anderlecht? C'est à mourir. Et je vais t'expliquer. Bon ou mauvais. Non, je vais t'expliquer. Alors, lobby, on est dans un système. Ça, je le pense, je me mouille. C'est du lobby d'agents. C'est-à-dire que Riemer fait partie d'un lobby. Les Danois arrivent, les Scandinaves arrivent à bien se vendre, tant mieux pour eux. Il est entraîneur de jeunes au Danemark. Et moi, c'est toujours un de mes combats où je me dis, on va quand même pas m'expliquer que dans ce pays où on était numéro 1 mondial, on a une culture du foot quand même en Belgique, où on forme des talents. À ce que je sache, les De Bruyne, Hazard et compagnie, ils ont commencé à jouer au football chez nous, petits garçons. On va chercher Riemer. Et après, dans le contraste, on met Hubert qui n'est pas prêt et qui est jeune et qui deviendra peut-être, bon, je lui souhaite. C'est bizarre, quoi, comment on fonctionne. C'est bizarre. En effet, attention, c'est peut-être un bon entraîneur, mais il n'avait absolument pas
les états de service pour entraîner un club comme Anderlecht. Je pense les états de service et la culture. Parce que moi, je défends souvent aussi la culture belge. On dit qu'on est quand même un pays particulier, avec nos différences de langue. Il n'y a pas que le flamand et le wallon, il y a le germanophone et tout. On est un pays particulier, avec des valeurs très particulières. On est des courageux quand même. On aime bien aller au charbon. D'ailleurs, nos grandes équipes de Guiteis et compagnie étaient basées sur le courage, même avec Robert Wasset. Et j'ai l'impression que maintenant, on est devenu une espèce de porte ouverte, une espèce de football commercial où on perd la valeur de... Oui, et puis on a le gros avantage par rapport aux nations comme Portugal, Espagne, France. Ce sont des nations qui ont leur vérité. Ils croient en leurs produits. Nous, on a la chance d'être assez ouverts. Donc, on croit à ce qui se passe en Scandinavie, on croit en ce qui se passe en Hollande, on croit en ce qui se passe en Espagne. Et de tout ça, on fait quelque chose à nous. Mais ça, c'est justement une force. Mais on n'en profite pas. D'ailleurs, il y a vraiment un truc qui m'impressionne. Pardo, on en a parlé tout à l'heure, Fernandez Pardo. Tu le connais, je le connais, parce que j'ai suivi un peu, enfin, je m'intéresse au ballon. Puis tout d'un coup, il débarque à Lille. Il n'y a pas de surprise, hein, Lille l'ont payé cher, ils l'ont récupéré, il avait commencé sa formation là. Et les médias belges, au début, il fait une apparition en Champions League. C'est qui? J'ai l'impression que même dans nos médias, on n'a pas cette culture de approfondir, d'essayer de savoir qui sont nos grands talents, où ils jouent. Tiens, il est peut-être en devenir. Pardo, il joue à Gand, mais peut-être que dans 3 ans. On a l'impression qu'on attend tout le temps, alors on nous fait une trouvaille, on dit, t'as vu, c'est pas dans notre culture, mais même les médias, hein, l'impression qu'on ne sait pas se vendre, en fait. Oui, et la question est, est-ce qu'on est un pays de foot? Parce que quand on est un pays Quelle de bonne foot, question. on sait tout ça. Quand on est un vrai pays de foot, ils savent tout. Hein. Tu as travaillé au Mexique, je pense. En Espagne, j'ai mes potos espagnols. Et même en France. Hein, en France, je vais donner un exemple, c'est une connerie. Hein. J'achète la Voix du Nord. C'est la Voix des sports le lundi. Mais tu vois des articles sur les clubs de 4e provincial, 5e provincial, avec des indications sur des joueurs et tout. Nous, il y a 1 page et demie, 2 pages dans les pages régionales, sur les petites équipes. Il n'y a pas une volonté globale de parler de notre football. Non. Et là, on y arrive aussi sur les moyens. Est-ce qu'on donne vraiment les moyens? Je pense que oui. Ça, oui. Ça, oui, parce que quand on voit l'évolution, par exemple, des staffs en équipe première et l'évolution des staffs même en équipe d'âge, les clubs investissent beaucoup. Les clubs investissent. Ils investissent, mais on investit toujours dans des choses qui malheureusement sont trop éloignées du football. On investit dans des datas, on investit dans des ordinateurs, on investit dans pour mesurer la vitesse, pour faire ci, pour On devrait faire investir ça. dans quoi alors, Emilio? Je trouve qu'on devrait... parce que ça donne accès à beaucoup de gens qui rentrent dans le football, mais sans avoir une connaissance du football. Vous savez ce que tu allais dire. Ces entraîneurs data, c'est un peu énervant. Voilà. Il en faut évidemment, mais il en faut en parallèle en complémentarité avec ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes d'accord. Quand je vois les entraînements qu'on prodigue chez les jeunes, ou même parfois en équipe première, je me dis, là, on n'a vraiment pas progressé. Donc, c'est bien qu'on ait progressé au niveau de tout ce qui est soutien scientifique. Il faut, c'est évident, parce que maintenant, le football est plus intensif, plus dur, il y a plus de duels, il y a plus de matchs, il y a plus de chocs, etc. Donc, il faut évoluer au niveau scientifique et il faut prendre les outils qu'on nous offre. Mais sur le terrain, il n'y a pas. Sur le terrain, il n'y a pas des méthodes qui ont... Et tu le payes ça après dans les matchs? Oui, je pense. Est-ce que le championnat belge est encore... Je vais te donner un exemple. Quand je pense que, tu sais, il y a une vingtaine d'années, il y avait des entraîneurs étrangers qui arrivaient ici en Belgique et qui apportaient quelque chose. Dans le jeu, mais aussi dans les méthodes d'entraînement. Soliette? Exactement. De Moss. Encore avant, De Moss. À sa manière, mais il a apporté quelque chose. Soliette aussi, il a apporté quelque chose. Et une des choses qu'il avait apporté, lui, c'était, ce que je m'en rappelle, c'était le fameux shadow training. Donc, tu joues à 11 contre 0.
Et tu fais les passes et tu te tac, tac. Et donc tu joues sans adversaire pour faire les circuits de passes qui sont intéressantes. OK. Imagine-toi comment il y a 15 ans, c'était à la mode, c'était novateur. C'est pas normal que dans beaucoup de clubs, on fasse encore ce genre d'entraînement. C'est pas normal. Là, je me dis... On n'évolue pas. On n'évolue pas. La science évolue, tout ce qu'on donne au football évolue. Mais pas le training. Les caméras qu'on met partout, les drones qu'on filme partout. Mais l'essence... Mais le contenu, moins. Là. Et là, c'est ce que, ici, à l'académie, je me force d'apporter une méthode d'entraînement, un protocole à respecter. Et pour moi, c'est très facile de le juger, si je peux me permettre de le juger, hein, parce que bon, qui suis-je? Mais c'est de dire, je viens voir l'entraînement et de me dire, est-ce que cet entraînement-là, je peux le donner à une équipe première? Si ma réponse est oui, c'est que l'entraînement est bon. D'accord. Si ma réponse est non, ça on ne sait pas donner à l'équipe première, c'est que l'entraînement, même si c'est un entraînement pour les U12, n'est pas bon. N'est pas bon. Et là, même chez la nouvelle génération d'entraîneurs, ils n'ont pas ce souci de... Et tu donnes cours aux entraîneurs belges? À la fédération? Non, on ne m'a jamais demandé. On t'a jamais demandé? Pourtant, c'est bizarre ça, je suis enseignant de formation. Donc et tu es demandeur de ça? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? En tout cas, ce que je fais, c'est l'enseigner ici à mes entraîneurs. C'est déjà très bien. Dernière question. Bon, là, on a parlé de Rudy Garcia qui est arrivé. Ça m'a toujours gonflé parce qu'on a l'impression qu'on a une génération dorée, qui était le cas. On ne va pas y revenir, qu'on n'a pas eu de résultats. Ce serait beaucoup trop long à expliquer. Parce qu'on peut faire une émission de 5 heures ensemble sur Martinez et compagnie et toute la suite. Et pas que M. Martinez, d'ailleurs. Tu parles aussi de ce qui est à côté, le management. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense que M. Manhart est une valeur ajoutée, peut-être maintenant, qui est arrivé à la fédération pour encadrer M. Garcia. Ma question est, on a du potentiel. Et on a l'impression de nous dire, maintenant, on est nul, on est faible. Mais ce n'est pas vrai. On a quand même... Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas numéro 1 au classement, mais on a quand même du potentiel, non? Ou de côté là, ou c'est moi qui suis aveugle, ou bien je rêve un peu. Il suffit de faire une équipe type, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle, donc faire une équipe type avec les joueurs qui sont actuellement encore opérationnels dans un championnat correct, et on va se rendre compte, celui-là il joue à Arsenal, celui-là il joue à la Rome, celui-là il joue à Naples, celui-là il joue à Aston Villa, celui-là il joue à West Ham. Donc c'est que c'est pas si mal que ça. Je sais pas, l'autre au Real Madrid. Mais la dernière fois, je regardais, mais comme tout le monde regarde le foot, et je regarde Tielemans. C'est très simple. L'équipe nationale, avec ce qu'il y a maintenant, génération dorée, etc., etc. L'entraîneur qui vient maintenant, il doit viser une chose, champion du monde. Tu dois être champion du monde. Tu dois être champion du monde. Tu dis ça pour me chambrer ou tu penses vraiment que c'est la volonté de l'être? Si tu es entraîneur, j'ai compris ce que tu te mets dans la peau de l'entraîneur. Tu dois dire c'est ça que je veux. Évidemment, c'est ça que je veux. Mes joueurs jouent. Ça veut dire qu'on a du potentiel. Ça veut dire clairement qu'on a du potentiel. Alors, ces clubs ne sont pas aveugles. Je t'entends parce que j'étais énervé comme je suis souvent d'ailleurs. Je vois un match de City qui se déplaçait à Villa Park contre Aston Villa. Tielemans, il marche sur l'eau. Il est au-dessus. Bien l'équipe nationale, il est en dessous. Tu te dis, merde, du potentiel. Ouais, ça c'est vrai. Tu te dis, merde, les mecs, ils sont bons en club, mais que c'est pas qu'ils sont bons, ils sont très bons. D'où toute la finesse de... C'est une sélection. C'est la sélection nationale. Et en fait, ça ne doit pas être la sélection, ça doit être l'équipe nationale. Donc, c'est tout le processus qui est très important que va mettre en place l'entraîneur pour ne pas en faire une sélection, mais en faire une équipe. Donc, où chaque rassemblement va servir à mettre une pierre à l'édifice. Construire. Tac, et on met ça. Construire. Et puis on rajoute ça. Et puis on rajoute ça. Et se comporter non pas comme une sélection, mais se comporter comme une équipe, avec des fenêtres de transfert. J'ai un noyau, ça c'est mon noyau. Quoi qu'il arrive, j'ai 6 mois, je ne touche pas à ce noyau. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. C'est ce noyau-là. En janvier,
on adapte avec des périodes de transfert fictives, évidemment, parce que, c'est ce que et on inclut, tiens, ce jeune-là a percé, ce jeune-là, il a fait bien, celui-là, il n'a pas été bon, je l'écarte du noyau, et évoluer, non pas comme une sélection, mais comme une véritable équipe. Et ça nous permettra non seulement d'avoir du contenu, mais aussi d'avoir un Tielemans qui sait se retrouver dans un schéma qu'il reconnaît. Parce que Tielemans, c'est bon probablement dans son club, parce qu'il est dans un schéma qu'il connaît. En équipe nationale, bon, moi, je n'ai pas vu tous les matchs de l'équipe nationale avec Tedesco, ni avec Martinez, mais en tout cas avec Tedesco, l'impression que j'avais, que c'était chaque fois une histoire différente. Mais c'était un peu ce qu'on lui reprochait, c'est que c'était toujours... Moi, je pense tout le temps qu'il faut bâtir voilà, avec un noyau dur, et puis derrière, on fait du plic-ploc avec, avec du talent, mais chez lui, il n'y avait jamais de fondation, en fait. C'est tout le temps, ça sortait. C'était une sélection. C'était une sélection. Et je crois qu'on doit en faire une équipe. Et pour faire une équipe, il y a des règles à respecter. Un noyau, X joueurs. Tu ne touches pas à ce noyau pendant 6 mois. Après 6 mois, tu adaptes. Tu fais rentrer ceux qui ont bien fait dans leur club et tu fais sortir ceux qui sont blessés, ceux qui sont moins bons, ceux qui ont été moins utilisés dans leur club. Et chaque période, chaque rassemblement, tu les utilises pour apporter une petite pierre à un édifice. Tu utilises les moyens scientifiques qu'on met à ta disposition. Tout est filmé maintenant, tous les matchs. Tu sais faire des compilations, tu sais envoyer ça aux joueurs, tu sais visionner ces compilations avec eux. Tu peux faire. Il y a un bémol, Emilio. Il y a un bémol. Moi, j'entends bien tout ce que tu me dis. Offensivement, on est pas mal, hein, on a du talent, ça peut devenir. Milieu de terrain aussi. Gardien. Je pense que Courtois va revenir. Hein. Je veux bien maintenant être sûr que Garcia va l'appeler ou il va aller le voir, hein, parce que je pense que c'est important, l'humain aussi. Hein, aller voir le mec et parler. Défensivement, on est quand même depuis l'arrêt Compagnie Van Buiten, enfin je vais un peu loin, on est en déficience défensivement. C'est-à-dire qu'on a De Bast qui joue maintenant, monte tout doucement en puissance au Portugal. C'est pas non plus... je pense qu'il a du potentiel. Hein. Tu l'as peut-être connu, non mais il a du potentiel. Et après, on est sur nos 2-3 castagnes qui sont des bons petits joueurs. Et on est quand même limité. Hein. Watt-Weiss, Théâtre, c'est pas mal, mais il y a du déchet. On est fragile. On a peur en défense. Est-ce que c'est une peur parce que l'entraîneur n'a pas su créer une stabilité? Parce que là, je te rejoins, on n'a jamais joué avec la même défense. Ça, c'est très énervant. Hein. Et je suis toujours convaincu, c'est Vaïd qui me disait tout le temps ça. Ma Belge, tu ne peux pas travailler si ce n'est pas toujours les 4 mêmes. Et c'était ça, quoi. Et nous, j'ai l'impression qu'on n'a pas nos 4 même et à bosser. Et pourquoi on n'a pas, par exemple, rappelé même un Witsel, vieillissant, pour encadrer un De Bast, même au début pendant 6 mois, tu vois, une espèce de stabilité défensive. Ou bien on ne rappelle plus les anciens. Comment on fonctionne là? C'est cette défense, tu as entendu les noms que je t'ai dit? Je pense que les attaquants ont l'avantage de pouvoir utiliser leur qualité individuelle. Ils n'ont pas besoin de collectif. Les joueurs offensifs, ils n'ont pas besoin de collectif. Les défenseurs, eux, ils ont besoin d'un collectif. Ils doivent bosser ensemble. S'ils n'ont pas des règles claires, qu'est-ce qu'on fait quand le ballon est là? Qu'est-ce qu'on fait quand le ballon est là? Qu'est-ce qu'on fait quand le joueur pénètre vers l'intérieur? Si là, tout ça n'est pas travaillé, que tout est laissé un peu au hasard, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Dès qu'il y a un ballon, c'est ce qui se passe. Et difficile, on panique. Et quand tu laisses tout au hasard, le hasard, hein, c'est qui a dit que le hasard, c'est la somme de notre ignorance. Il avait raison, quoi. Hein. Donc, quand on c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on est un peu dans... Qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, je dirais que c'est pas encore si grave si on a des joueurs qu'on pourrait croire en défense. Oh, c'est moins de qualité, c'est moins... Si on apporte de la structure et des bons... et jouer ensemble. Des bons accords. Hein, que l'un peut jouer avec l'autre. Oui. C'est ça un accord. Oui, des bons accords. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tu sors, mais si tu sors, qu'est-ce que moi je fais à côté de toi? Toi, tu es back, défenseur latéral. Comment est-ce que tu prends le joueur qui vient? S'il y a un dédoublement, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un dédoublement, comment... Tout ça, quand tu as une sélection, c'est impossible de travailler parce que tu as les joueurs trop peu de temps. Par contre, si tu as une équipe, c'est possible. Et toute la réussite... J'ai bien retenu la différence entre une sélection et une équipe. C'est la réussite de notre équipe nationale, ce sera ça. Ce sera ça. Avant de se quitter, on fait un petit quiz, mais pas un quiz. Des questions, il faut que tu me réponds. Ouais. Mais tu n'as pas beaucoup de temps à réfléchir. Ok. Ton club de cœur? Club de cœur, c'est Crossing de Schaerbeek.
parce que Ça, c'est facile. c'est là où j'ai joué, où j'ai fait toutes mes classes d'âge, où malheureusement ils sont tombés en faillite. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est là. Le club que tu n'as pas entraîné, mais que tu aurais aimé rêver d'entraîner. Ben, dans l'international, hein, tu ne parles pas de la Belgique. Oh, moi, j'aurais aimé entraîner. En fait, moi, je pense que j'aurais aimé entraîner avec un grand président, un président intelligent. Tu parles du Real, par exemple, ou des choses comme ça? Ouais. Quelque chose comme ça. Dans un style, le président de Lyon. Olas. Moi, je crois que je me serais bien entendu avec ce genre C'est de possible. président. La rigueur, le travail et tout droit. Et puis aussi créatif, avant-gardiste. Moi, c'est des choses Le club où tu as pris j'ai pas dit le meilleur, le plus de plaisir à bosser en Belgique. Le plaisir. Le plus de plaisir. Moi, j'ai plus de plaisir. Peut-être les clubs sereins, parce que c'était une aventure formidable. Parce que c'était familial aussi, c'était plus petit. Ouais, il y avait moins de pression. Par contre, où il y a eu, où c'était rigoler du matin jusqu'au soir, c'était à Anderlecht, quand j'étais à Anderlecht. Tu t'es bien amusé, Anderlecht. Oui, on avait un staff, Super staff. formidable avec René Peters, qui est encore là d'ailleurs, Hubert, le préparateur physique, Bruno Taverne, qui entraînait les gardiens de but, qui est aussi journaliste. Excellent d'ailleurs. Excellent journaliste. Connaisseur de ballon. Donc ça, c'était vraiment une... Pourquoi Bruges, c'était pas rigolo? Ben, non, Bruges, c'était très dur. Très dur parce que je suis arrivé après Keulemans. Donc, on m'a accueilli non pas avec du champagne et des fleurs, là, les supporters. Mais avec un bac et c'était du très terreau. dur. Et pourtant, bon, j'ai quand même... on a su les qualifier pour la Coupe d'Europe, alors qu'ils n'y étaient pas quand j'en suis arrivé. Mais je remplaçais un monument, donc c'était pas facile. Ton joueur que tu as vraiment aimé le plus à coacher, ça ne doit pas être forcément le plus grand, mais un mec qui a progressé, qui était souriant, qui était drôle, qui était aimant, qui était fort. Bon, j'ai eu toujours beaucoup de... parce que je connais son histoire, c'était pas... Maintenant, il est dans un grand club et maintenant tout le monde dit « ouais, on savait ». Non, c'est pas vrai. À l'époque où moi je l'avais, il n'y a personne qui savait. C'était qui? Salemakers. Le petit Salemakers. Ouais. Là, il a... ce qu'il a réalisé, c'est phénoménal, parce qu'on ne se rend pas compte où il était. Oui, c'est ça, maintenant on dit, oh, bon, tout le monde savait. Maintenant tout le monde sait, oui, c'était une génération fantastique, tout le monde savait que... Non. Quand René Peters et moi, on était là, et Bruno Taverne, on a fait, je pense, qu'on devait pour les amener là où ils sont maintenant. Ta plus grande déception footballistique? Genk. Parce que tu sais, c'est un monde dur. Hein, on en a parlé et quand je me rappelle encore comment j'ai été licencié. La manière? Oui, C'était comment? Ben, c'est très simple. Un premier match de championnat. Donc j'avais terminé la saison d'avant. J'avais fait, je crois, une dizaine de matchs où j'avais réussi à les qualifier pour les playoffs 1, alors qu'ils étaient mal embarqués pour arriver aux playoffs 1. On fait les playoffs 1. Sur 10 matchs de playoffs 1, 5 matchs, on prend des points. On gagne ou on fait match nul. Alors qu'ils venaient d'une disette de 13 matchs sans victoire à Genk. 13 matchs avec Mario Been. 13 matchs d'affilée sans victoire. Donc j'arrive dans une situation où c'est pas folichon. Je pense que je parviens tant bien que mal à rectifier le tir. Et puis la nouvelle saison commence. Après un match, on me limoge. Buiten. Après un match. Tu ne sais pas pourquoi? On va jouer à Malines, on est battu 3-1, on tombe à 10 après 20 minutes, on a un exclu, donc on joue à Malines. Dur.
dur, 10 contre 11, on est battu 3-1. Le lendemain ou le surlendemain, je suis licencié, mais c'est la manière dont ils l'ont fait, c'est là où j'en viens. 6 heures du matin ou 6h30 du matin, je ne sais plus exactement. Ma femme reçoit un message sur son portable. Nous, on est des leftos, en disant que ah, c'est dommage pour Emilio, allez. Et ma femme me regarde et me dit T'es au courant qu'est-ce qui se passe quoi? Bah, à la radio, ils ont annoncé que tu étais licencié. Ah bon? Je téléphone au directeur sportif. À l'époque, c'était Günther Jakob, qui, soi-disant, n'était au courant de rien. D'abord, je ne savais pas le joindre parce qu'il était trop tôt. Et puis, il était au courant de rien. Et puis, bon, moi, je vais vers le club, en direction du club. Je parviens à la voir. Il dit, oui, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, je n'ai vu personne. J'ai été licencié sans avoir vu personne. Magnifique. Ni le président, ni le... J'ai vu personne, donc j'ai été chez le responsable financier qui m'a en effet communiqué la chose. Et non pas que... C'est pas qu'il faut annoncer les choses avec des pincettes ou... Bon, c'est toujours difficile, un licenciement, c'est toujours difficile. Mais il faut pas faire croire que le football, c'est... C'est la jungle. Le football. C'est très dur. C'est très dur. Et justement, on va terminer donc sur la note positive. Ton plus grand bonheur de foot? Mes enfants qui jouent, que je peux aller... Les voir jouer. Que je peux aller les voir jouer. Et c'est en même temps mon bonheur et aussi mon malheur parce que je pense que comme papa, j'ai malheureusement une passion. Et cette passion, elle a été destructrice. Elle a détruit beaucoup de choses. Dans les liens de famille? Oui, parce que être entraîneur, c'est terrible, quoi. C'est très. Tu n'es pas beaucoup à la maison. Tu n'es jamais à la maison. Faut avoir une épouse solide. Tu penses au match, tu penses. C'est difficile. C'est très dur et ça fait des malheureux, quoi. Mais maintenant, ils sont heureux. Ben, j'espère que maintenant, ils sont heureux, mais les plus belles années sont passées, malheureusement. C'est fait, c'est fait. Voilà. Emilio, ce fut un bonheur. Merci. Et moi, j'aimerais bien quand même que la prochaine fois qu'on se voit pour TOF, bah, c'est par exemple quand tu es sur le banc d'un club, quoi, de Ah, D1. ben ce sera avec plaisir. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes. Je pense vraiment que... puis, tout à l'heure, on taquinait sur l'âge. À 57 ans, on est encore jeune, hein, donc on peut encore coacher. Hein. Je pense qu'on peut encore être dans un beau projet. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai commencé tôt, hein, donc ce qui fait que j'étais... Tu y crois encore? Tu penses que ça peut arriver? Tout est possible, ouais. Il suffit que tu sais, dans la vie, bah, tu es bien placé pour le savoir, il suffit, quand tu es dans des moments un peu plus difficiles, il suffit qu'il y ait une personne qui croit en toi. Nous sommes d'accord, Une, pas plus. Merci. C'est moi, Emilio, merci.